BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Les réponses que vous nous posez les questions que vous nous posez trouvent leurs réponses. Je vais remettre les mots dans le bon sens, ce sera plus logique. Avec Jérôme Dédéian. Prêt, Jérôme ? Prêt. Pour mon partenaire patrimoine. Alors, question de Patrice d'abord. Il possède une assurance vie et sur cette assurance vie, il a au total notamment 22 000 euros investis sur des fonds H2O, plusieurs des fonds d'H2O, et dont des fonds dont on a assez souvent parlé, nous dit Patrice, et il remarque que ces fonds commencent à se redresser, mais il se demande s'il est prudent de les conserver parce qu'il remarque toutes les turbulences qui est autour d'H2O, et il veut aussi savoir si, parce qu'on rappelle l'histoire, il y a eu des questions de liquidité sur ces fonds H2O. Il y a une partie des fonds qui ont été un petit peu mis dans une bad bank, entre guillemets, dans une partie illiquide. Et il se demande, Patrice, en deuxième question, si la partie illiquide sera un jour remboursée. Ouais. Alors je voudrais dire à Patrice d'abord que j'espère qu'il avait diversifié les gérants pour ne pas ajouter au risque de marché le risque de gérant, la concentration de ses avoirs chez un seul gérant. La multigestion, ça sert à ça. C'est vrai que tous les professionnels du patrimoine recommandent généralement de répartir son épargne entre plusieurs gérants pour être sûr de ne pas concentrer son risque. Si on prend plein de produits, mais chez la même maison... Voilà, on prend le risque d'ajouter au risque de marché le risque de gérant. Dans le cas H2O, c'est un cas évidemment qu'on a abondamment commenté. Une société de gestion installée à Londres, devenue filiale majoritaire de Natixis, avec un patron qui avait un style de gestion extrêmement volatile, qui a pu donner des performances, alors avec des dents de scie, il faut accepter cette volatilité, mais des performances qui ont fait son succès. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas forcément fait attention à la liquidité de ce qu'il mettait à l'intérieur de ses fonds phares. Il y avait notamment quasiment 15% des encours des fonds qui étaient investis en obligations et en actions non cotées d'un groupe de sociétés qui était dirigé par un unique actionnaire et propriétaire allemand. Et il y a eu ce problème de liquidité qui est intervenu en 2020 à la suite de la crise sanitaire, qui a fait que l'AMF est intervenue et a fermé à la souscription et au rachat les fonds incriminés du 28 août au 13 octobre, le temps de sortir les actifs illiquides pour les mettre dans ce qu'on appelle une side pocket, donc une structure de diffusance, de cantonnement, dans lequel ils sont en train on est en train de regarder si on peut le sortir. Alors déjà, pour répondre à la dernière question sur cette side pocket, il faut attendre tout simplement de savoir s'il restera quelque chose, si on arrive à se débarrasser des actifs peu liquides qui étaient dedans et à quel prix. Et évidemment, il peut faire confiance à l'autorité des marchés financiers pour superviser et bien regarder que tout ce qu'on va récupérer en cédant ces actifs liquides, en essayant de les rendre liquides et de trouver des acheteurs dans des transactions, un settlement judiciaire ou des transactions avec ces boîtes-là, sera évidemment rendu scrupuleusement aux épargnants à due proportion de ce qu'ils ont. Bien sûr. Ensuite, pour savoir s'il doit garder ou non les deux fonds rouverts hors la poche illiquide dans lesquels il est investi. Là, je ne peux que le ramener à sa propre responsabilité d'épargnant. Il faut qu'il se demande, il faut qu'il s'intéresse au process de gestion de la société de gestion. Il faut qu'il regarde l'équipe, il faut qu'il lise et qu'il écoute tout ce qu'ils racontent sur leur vision du marché et leur process d'investissement. Et il faut qu'il se demande si ça correspond à son horizon de temps et à son profil d'investisseur, pour savoir si oui ou non il continue à leur faire confiance ou si il a envie d'arbitrer, peut-être en prenant sa moins-value, parce qu'ils ne seront peut-être pas complètement redressés par rapport au prix auquel il les a achetés, et en passant sur une gestion qu'il comprend mieux. C'est vraiment une application simple du principe qu'on a quand même la responsabilité de se faire expliquer ce dans quoi on met son épargne. Bon, n'empêche que ces fonds H2O, ils étaient, vous l'avez rappelé, très spéculatifs. Ça reste quand même le maître mot de la maison. Ça veut dire qu'il faut que ça aille avec un profil avec un profil de quelqu'un qui est actif, qui est tolérant, expérimenté, qui a un horizon de temps long devant lui pour absorber la volatilité de ce style de gestion. Style de gestion qui reprend complètement son indépendance. Enfin, ils étaient filiales majoritaires de Natixis, mais c'était à 51%. Et Natixis est en train d'organiser la sortie d'H2O de son concept de multi-boutique avec toutes ces maisons de gestion spécialisées et normalement entre les mains du management qui reprend son indépendance. Bon ben voilà Patrice, c'est à vous de regarder et de sentir effectivement votre appétit pour le risque et quant à la part illiquide, effectivement là sera surtout le regard de l'AMF qui sera intéressant à suivre. Alexandre, lui, va bientôt transférer son PEA et il se pose la question de vendre ou de conserver ses actions Wirecard qui sont en moins-value et il voudrait un sentiment. Ah, alors ça, c'est évidemment... Alors, rappelons l'affaire Wirecard. Wirecard, c'est une faillite frauduleuse retentissante en juin dernier.
d'une société qui était dans les technologies de l'information et les moyens de paiement. Porté au Panthéon. Porté au Panthéon. Je rappelle qu'en septembre 2018, de mémoire, c'est ce que me dit ID Midcap, le bureau de recherche action spécialisé Small et Mid, qui est dans le groupe dans lequel travaille mon partenaire Patrimoine. ID Midcap nous disait qu'en septembre 2018, au plus haut, c'était 24 milliards de capitalisation boursière et c'était 200 € l'action. Ce matin, on a regardé à la bourse de Francfort, ça cote encore, hein, malgré la faillite, puisque la société est en cours de liquidation, ça cote 40 centimes. Donc c'est ce qui s'appelle, c'est devenu une penny stock. Voilà. Et donc je ne sais pas quelle est l'ampleur de la moins-value qu'Alexandre a fait sur Wirecard, mais il est clair qu'il a tout perdu, pour la faire courte, comme tous les investisseurs, tous les actionnaires de Wirecard, compte tenu de cette faillite frauduleuse qui restera dans les annales, hein, il faut vraiment le dire. Je ne voudrais pas lancer des fleurs à notre bureau d'analyse des mid-cap, mais ils avaient alerté très très tôt sur des irrégularités, ils ne comprenaient pas la compta. De quand ils ne comprennent pas la compta, ils le disent. Et malheureusement, ça n'a pas empêché l'engouement. C'est comme ça que c'est sorti, hein, finalement. Exactement. Un jour, il a dit on sait plus où est le pognon. On n'avait évidemment pas de Wirecard dans les portefeuilles, parce qu'on ne comprenait pas la compta, donc on n'en voulait pas, donc on ne s'est pas trompé sur ce titre-là. Donc Alexandre, c'est assez simple. Aujourd'hui, ça trade à la Bourse de Francfort. On peut, bien que la boîte soit en liquidation, vendre et acheter des actions dans la mesure où on trouve des offres. Il y a à peu près 150 000 € qui s'échangent chaque jour sur l'action Wirecard. Je crois qu'il faut se dire que une fois que ce sera liquidé, il restera de toute façon pas grand-chose pour les actionnaires. J'espère que ça n'est pas un très gros enjeu sur le PEA d'Alexandre, que ce n'est pas l'essentiel. Il n'a pas tout joué sur un seul pari. Ça nous ramène à l'idée que, évidemment, on peut faire des paris, mais il faut en faire plusieurs. Il faut accepter de prendre sa paume. Et donc là, Alexandre doit décider s'il attend très longtemps que la liquidation dise s'il reste quelque chose à rendre aux actionnaires ou s'il se débarrasse à 40 centimes le plus vite qu'il peut pour réinvestir sur autre chose. Ça, c'est la partie, est-ce qu'il faut qu'il se débarrasse de Wirecard? Mais je remonte un petit peu sur le transfert du PEA en plus. Ouais. Parce que la question d'Alexandre, elle est d'autant plus justifiée que le transfert du PEA, on sait quand on le commence, on ne sait pas tellement quand ça se termine. Alors oui. Ça peut être très long et il est quand même recommandé quand on transfère son PEA d'abord de limiter le nombre de lignes, alors faire un peu le ménage et pas d'avoir de titres sur lesquels il faudrait intervenir. Oui, pendant la période. Ce qui est clair, c'est comme il est en moins-value sur sa ligne Wirecard, s'il est en plus-value sur d'autres, dans le cadre du traitement fiscal de son PEA le jour où il voudra récupérer son épargne et la consommer, cette moins-value, elle restera imputable sur le montant total des plus-values qu'il aura réalisées. Après, les transferts sont quand même relativement bien normés aujourd'hui, et donc on peut transférer un PEA avec une ligne Wirecard s'il préfère nettoyer avant, compte tenu, j'espère que ce n'est pas un enjeu financier très important. En fait, je le ramène à son enjeu financier, si c'est 500 €. Il faut qu'il s'en débarrasse et puis voilà quoi. Voilà Alexandre. Alors ensuite, question de Paul. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Paul, il est majeur, mais il est fiscalement attaché au foyer fiscal de ses parents. Et pourtant, il y a quelques années, en janvier 2017, il est allé auprès de sa banque pour ouvrir un PEA. Ça a été fait sans difficulté, alors qu'à l'époque, a priori, c'était impossible, nous dit-il. Le montant de ses versements sur son PEA s'élève à 10 000 €. Et alors, il se demande, là maintenant, est-ce que le nouveau régime du PEA, puisque maintenant on peut, quand on est... le PEA jeune. Voilà, le PEA jeune. Est-ce que le nouveau régime PEA jeune est applicable rétroactivement sur son PEA, ou alors est-ce qu'il doit le clôturer et donc perdre son antériorité fiscale? Et du coup, s'il doit clôturer, quelle sera la fiscalité des plus-values? Alors, Paul est tombé sur des champions, c'est-à-dire une banque championne qui lui a laissé ouvrir un PEA alors qu'il était même majeur, rattaché fiscalement au foyer de ses parents. Et vous savez que le PEA, c'est 2 par foyer fiscal maximum quand il y a 2 conjoints. Et que donc on ne peut pas ouvrir un PEA pour un enfant même majeur rattaché au foyer fiscal si les parents ont déjà un PEA. Ce qui semble être le cas. Voilà. Et donc ça ne marche pas. Et malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse le convertir dans le PEA jeune, qui est quelque chose qui naît de la loi Pacte, et qui est arrivé après son ouverture en 2017. Alors, moi j'ai envie de dire à Paul, il y a 2 solutions. C'est à lui de choisir et il assume son risque. Alors il peut quand même se plaindre auprès de sa banque. Du fait qu'il n'y a pas eu ces vérifications-là. Alors la banque dira c'est votre problème, c'est le problème du foyer fiscal. Enfin quand même, la vérification élémentaire... Il y a quand même un petit devoir de conseil, non ? Évidemment, on peut se poser la question du devoir de conseil de la banque qui lui a laissé faire ça sans vérifier. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est soit, on va dire, il serre les fesses, passez-moi l'expression, et il attend 2022, son PEA aura 5 ans, janvier 2022, puisqu'ouvert en janvier 2017, et il rachète
pour ne pas rester dans cette situation. Il va payer les 17,2 de prélèvements sociaux sur et il espère qu'il sera quitte. 15,5 sur l'historique, sur les plus-values, les compartiments historiques, 15,5 puis 17,2. Et puis il réinvestit, il rouvre un PEA et il repart pour 5 ans. Ce que je lui conseille de faire de toute façon, repartir pour un nouveau PEA en ayant soldé la situation, parce qu'il n'a mis que 10 000 euros dessus. Aujourd'hui, il peut mettre 20 000 euros en tant que jeune rattaché au foyer fiscal de ses parents, il pourra mettre 150 000 euros demain. Voilà. Et s'il continue à l'alimenter, il ne faut pas qu'il reste avec cette épée de Damoclès fiscal, avec un risque de redressement. Et l'autre point qui est important, c'est que ça risque aussi d'emporter redressement sur le PEA de ses parents. Voilà. Et donc je ne sais pas à combien sont les PEA de ses parents, s'il y en a, etc. Mais il y a cet enjeu-là auquel il faut réfléchir. Donc soit il serre les fesses jusqu'en janvier 2022, il essaye de passer sous le radar de l'administration fiscale, il rachète, il rouvre. Voilà. Soit il rachète maintenant. Et dans ce cas-là, il prend, entre guillemets, sa paume, si vous me passez l'expression, et donc il va payer 15,5 de prélèvements sociaux, 17,2 selon les compartiments de plus-value, plus les fameux 12,8 qui nous font nos 30% de PFL avec les 17,2, et puis il repart à zéro. Mais il faut qu'il reparte à zéro, il ne faut pas qu'il reste comme ça. Si un jour il met plus d'argent et que son PEA représente plus d'enjeux, il ne peut pas rester avec cette épée de Damoclès fiscal. Allez, on passe à la question de Brigitte. Il nous reste 6 minutes. Tout rond pour lui répondre. Alors, Brigitte, elle est titulaire d'un article 83. On est dans le domaine de la retraite. C'est votre dada. Transformé en 2019 suite à la loi Pacte en PER, entreprise obligatoire. Simplement, Brigitte, elle a été licenciée à 63 ans. Elle a ensuite été indemnisée pendant 2 ans par Pôle emploi. Ça, c'était jusqu'en septembre dernier. Et là, Pôle emploi lui a dit, bon, ben, vous avez atteint votre taux plein de retraite, donc terminé. Fin des droits. Du coup, elle s'est dit fin des droits, c'est bien, c'est un cas de déblocage du PER, je vais demander une sortie en capital et pan sur le bec, refusée au motif qu'elle était déjà à la retraite. Elle ne peut, soi-disant, lui dit-on, obtenir qu'une rente viagère. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'elle peut s'opposer à cette décision ? Et si oui, comment elle argumente ? Alors là, je ne suis pas avocat. Je suis un spécialiste de la retraite, mais je ne suis pas avocat. Et il me semble qu'on est... sur le cas de Brigitte, dans un cas limite au sens pascalien du terme, si vous me passez la référence philosophique. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'elle était bénéficiaire d'un régime, article 83 transformé en PEROB, cotisation obligatoire employeur, sortant obligatoirement en rente viagère le jour où vous liquidez vos droits à retraite. C'est ça le régime des choses. Ça, c'était son point de départ. Voilà. Et il y a des contre-garanties on va dire de prévoyance associée, qui permettent, quand on rencontre une difficulté grave, fin de droit assédique, en cours de carrière, décès, invalidité de son conjoint, Pax, etc., de récupérer par anticipation cette épargne retraite en capital. Là, le sujet se complique pour Brigitte du fait qu'elle a été licenciée à 63 ans, qu'elle a vécu 2 ans d'indemnisation, et puis fin de l'indemnisation qui cesse obligatoirement. Vous savez, c'est cette passerelle entre le moment où vous êtes licencié et où vous commencez à toucher les assédiques. Si vous êtes en fin de carrière, entre guillemets, on vous prolonge votre indemnisation assédique jusqu'au moment où vous pourrez faire toucher la valoir retraite vos droits à retraite à taux plein. Voilà. Et donc, elle a vécu exactement ça. Alors, si j'étais un juriste vraiment pointu et spécieux, on pourrait essayer d'argumenter que le fait générateur de sa demande de déblocage, si effectivement la fin de droit assédique précède sa demande officielle de liquidation des droits à retraite, parce qu'en fait elle n'avait pas envie de liquider tout de suite et qu'elle avait une activité qu'elle voulait reprendre en prolongeant son activité avant de liquider. Non. Si on pouvait argumenter ça, peut-être qu'on a un coin à enfoncer pour dire mon cas de prévoyance est préalable, mais j'ai quand même peu d'espoir pour Brigitte, dans la mesure où l'assureur, me semble-t-il à juste titre, est en train de dire je suis en face de quelqu'un qui peut faire valoir ses droits à retraite, et c'est la raison pour laquelle sa fin de droit assédique arrive. Il est donc en situation de retraite, et par conséquent, liquidation d'un 83, même transformé en PEROB en situation de retraite, égale obligatoirement conversion en rente viagère. Alors je vais rajouter 2 points qui vont peut-être essayer de mettre un tout petit peu de baume sur le cœur de Brigitte, qui sont les suivants. Premièrement, elle n'aurait pas pu, compte tenu de la conversion du 83 par son employeur en PEROB, plan d'épargne retraite obligatoire loi Pacte, utiliser la fameuse passerelle temporaire que nous avons énormément utilisé pour nos clients, permettant de transformer de la rente en capital en mettant un 83 sur un PERP, puis conversion en PER, puisque ce n'était pas possible une fois que le article 83 était converti en PEROB. Il aurait fallu le faire avant la conversion en PEROB. Donc elle n'a pas de regret à avoir sur ce plan-là, elle n'aurait pas pu utiliser cette possibilité. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'elle fasse très attention, si elle est contrainte à la rente viagère, à la structure de la rente viagère qu'on lui propose. C'est-à-dire ? Alors, vous savez que la rente viagère, c'est une rente qu'on vous verse à vie en aliénant votre capital jusqu'à extinction jusqu'à ce que vous mouriez. Voilà. Votre décès. Et vous avez des options de rente chez les assureurs, et il faut peut-être qu'elle exige de l'assureur d'avoir les options de rente qui correspondent le mieux
à la séquence de retrait ou de consommation de son épargne retraite dont elle a besoin compte tenu de ses perspectives financières et de sa situation de santé. Je m'explique. Vous avez évidemment l'option de base qui est toujours la réversion. S'il y a un conjoint, si Brigitte est mariée et qu'elle a un conjoint, elle peut décider de choisir une option de rente réversible sur son conjoint survivant. Ça veut dire qu'elle touchera un peu moins, mais que... Exactement, puisqu'on va assurer 2 têtes. Alors pas forcément un peu moins si son conjoint est beaucoup plus âgé qu'elle. Il y a un système de table de mortalité, etc. Mais ça permettra de protéger le conjoint si jamais c'est elle qui meurt en premier. Bon, ça c'est la base. Et souvent les assureurs ils disent oui, on a le choix entre 60% de réversion ou 100% de réversion de la rente. Les assureurs les plus modernes et les plus souples vous proposent évidemment de fixer le pas de réversion exactement à l'endroit où vous souhaitez le fixer, compte tenu de vos perspectives financières. Parce que quand vous êtes 2 et que tout d'un coup vous êtes 1 par suite du décès d'un conjoint, eh ben, vous voulez peut-être payer le même loyer ou habiter dans la même maison avec les mêmes charges, mais vous habillez pour un, vous nourrissez pour un, etc. Donc vous pouvez calculer finement de combien de revenus vous avez besoin, et donc votre pas de réversion. La deuxième donc ça, première option. Première option. La deuxième option, et ça c'est très important pour elle, c'est ce qu'on appelle les annuités garanties. Alors le Code des assurances permet, c'est marqué dedans, de choisir une rente à annuité garantie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si il vous arrive quelque chose pendant la durée des annuités garanties, qui dans le Code des assurances est au maximum de votre espérance de vie moins 5 ans, mais tous les assureurs ne vont pas au maximum légal, ça se négocie, entre guillemets, vous êtes sûr que si vous arrive quelque chose, votre rente continuera à être versée pendant la durée des annuités garanties aux gens aux bénéficiaires que vous aurez désignés. Un peu comme un contrat assurance vie. Exactement. Et donc ça permet, notamment pour des gens qui sont assez âgés ou qui savent qu'ils sont en santé précaire et que donc leur espérance de vie est peut-être raccourcie par rapport à la moyenne, d'être sûr que l'aliénation de leur capital aura quand même des retombées positives pendant une certaine période, la plus longue possible, espérance de vie moins 5 ans, si jamais il leur arrive quelque chose le lendemain de la conversion du capital en rente. Et puis il y a évidemment toutes les options de rente croissante ou décroissante par palier qui permettent de faire face à des situations financières assez faciles à comprendre et très concrètes. Par exemple, je cumule emploi-retraite, donc je n'ai peut-être pas besoin de toute mon épargne retraite ou d'une rente très élevée tout de suite parce que j'ai d'autres revenus. Par contre, donc, après, je vais choisir une rente croissante. Voilà. En revanche, je peux choisir une rente décroissante si j'ai encore des études d'un enfant d'un premier lit, d'un deuxième lit à payer ou une fin de crédit immobilier d'amortissement de l'achat de ma résidence principale. Voilà. Et donc ces options de rente sont essentielles. Dans la circonstance où Brigitte nous parle, elle peut-être exiger de l'assureur qu'il soit plus souple que les conditions initiales de son contrat sur ces options de rente pour bien pouvoir tailler la séquence de rente à ses besoins et à sa situation financière. À être en rente viagère, que ce soit fait sur aux petits oignons. Exactement. Voilà Brigitte, vous avez toute l'expertise de Jérôme Dédéian et de mon partenaire Patrimoine. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des auditeurs. On se retrouve très bientôt.